Le travail de la section 2 concernait particulièrement les lois propres au Parnasse. Comme vous le savez, ou je ne le savais pas, le Parnasse est un mouvement qui ne possède pas de véritable manifeste. Dans le romantisme, nous avions vu que la préface de Cromwell ou la préface d'Hernani constituaient des formes de manifeste, par exemple, pour le drame romantique. Alors que dans le Parnasse, il n'y a pas de manifeste. Et le but était, en fait, à partir de la comparaison de plusieurs textes, d'abord d'aboutir à des lois qui vous permettraient de comprendre ce qu'est le Parnasse. Si nous prenons en fait les différents textes que je vous ai proposés, nous remarquons déjà qu'entre le texte A et le texte C, il y a une grande ressemblance. Cette grande ressemblance se situe d'abord au niveau de la fonction du poète. Dans ces deux textes, le poète est associé à quelqu'un qui cisèle son poème, qui le travaille, qui le retravaille. Et donc la poésie devient une sorte de travail technique. On s'éloigne du lyrisme romantique et de l'expression de la subjectivité. C'est quelque chose de très objectif, la poésie parnassienne, avec une grande importance qui est accordée au rythme, à la richesse des mots, à la richesse des rimes, et bien sûr une fascination pour la statuaire grecque antique et son intemporalité. Dans le texte de Baudelaire, texte sublime, vous en conviendrez, et qui est écrit véritablement dans la tradition parnassienne, puisque, on le verra, Baudelaire n'appartient pas véritablement à un mouvement précis, nous remarquons que le texte est écrit sous forme de sonnet, donc encore une fois une règle assez traditionnelle, avec un respect de la césure. On remarque que la beauté ici apparaît comme étant un idéal qu'il faut atteindre. Elle n'est pas impliquée ni dans le social, ni dans le politique, ni dans la vie de tous les jours. La beauté est ici objective, froide et fascinante. Et ça, c'est un des principes de la poésie parnassienne. Les deux derniers textes, en fait, texte D et texte E, nous remarquons encore une fois cette obsession du poète qui travaille et retravaille son texte, et où en fait la strophe devient un écrin pour la poésie, avec une importance qui est donnée à la pierre, encore une fois, donc je reviens à la notion de statuaire. Pourquoi ? Parce que la pierre lutte contre le temps. Et évidemment, une supériorité de l'art, avec une importance accordée au mythe. Vous avez aussi eu cette petite image à laquelle vous n'avez rien compris, celle de MGM, mais si vous regardez à nouveau cette image, vous verrez écrit en latin « Ars gratia artis », qui est l'art pour l'art, en fait, qui est la formule essentielle du Parnasse, c'est de faire de l'art pour l'art. On verra tout à l'heure avec un texte de Gautier concernant la beauté, ce qu'est la beauté, ce qui est artistique, ce qui ne l'est pas. En fait, les véritables lois du Parnasse sont les suivantes. Il y a une fascination pour tout ce qui est de l'ordre de l'antique, il y a une importance qui est accordée au poète ciseleur, et il y a la création d'une poésie scientifique où la raison l'emporte sur le tumulte romantique, la tempérance, oui Nadim, la tempérance, sur l'enthousiasme. Et c'est pour ça, je pense que Aline, par exemple, ne sera pas du tout sensible à cette poésie parnassienne, qui est une poésie, vous l'avez vu, très très froide, très bien écrite, très bien structurée, mais avec une absence voulue des sentiments.